Le désir d'aimer et d'être aimé reste une soif inextinguible dans un désert de liens éphémères. Nous avons tous ressenti cette pointe d'amertume, après une rencontre qui promettait tant, quand l'enthousiasme des premiers jours s'effrite sans raison apparente, laissant derrière lui une énigme silencieuse. Pourquoi ce qui semblait si fort hier se dissout-il comme du sucre dans le café du matin, nous laissant avec un goût d'inachevé, une sensation de perte avant même d'avoir vraiment tenu quelque chose? C'est le sentiment d'un lien qui se noue et se dénoue avec une rapidité déconcertante. Un cycle de rapprochement et de départ qui finit par éroder notre capacité à croire à la solidité de quoi que ce soit, à douter de notre propre valeur de construction durable. Ce malaise, cette danse étrange entre le désir ardent de fusion et la peur sourde de l'attachement, ce n'est pas une exception mais une constante de notre époque, un murmure persistant dans le fond de nos vies. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Zygmunt Bauman et de son exploration saisissante de ce que nous vivons comme l'amour liquide, ce sentiment oppressant que rien ne dure, que chaque connexion est par définition provisoire, et comment cela transforme notre quête la plus fondamentale, celle du lien humain. Cette sensation que le sol se dérobe sous nos pieds, que chaque engagement est une aventure périlleuse dont l'issue est déjà écrite dans l'incertitude, nous la portons en nous. C'est l'expérience de la superficialité grandissante des interactions, de ces liens qui se forment et se défont avec une désinvolture déconcertante. Nous entrons dans les relations comme dans un supermarché, en quête de la meilleure option, toujours prêt à jeter si un article plus alléchant apparaît sur l'étagère d'à côté. Cette perspective, bien qu'inavouée, teinte nos rencontres d'une précarité originelle, d'une légèreté presque forcée, comme si l'on devait éviter de s'alourdir, de s'enraciner, de peur de ne plus pouvoir s'envoler. La quête du partenaire idéal est devenue une course sans fin, une exploration de profils et d'options, une recherche constante de ce qui pourrait être mieux, plus excitant, moins contraignant. Chaque nouvelle interaction est une promesse d'épanouissement immédiat, mais aussi une épée de Damoclès. On ne s'engage plus avec l'idée de bâtir, mais avec la prudence de qui sait qu'un avenir meilleur pourrait se présenter à tout moment, comme le défilé incessant des opportunités que nous offre l'ère numérique, cette abondance qui paradoxalement nous appauvrit dans notre capacité à choisir, à nous ancrer. Cette liberté apparente, ce choix illimité, se transforme en une forme d'angoisse. L'obligation de choisir, de ne jamais se fixer définitivement, de rester ouvert à toutes les éventualités, devient un fardeau. Nous craignons de rater l'occasion de notre vie, ce partenaire fantasmé qui résoudrait toutes nos quêtes, et cette peur nous pousse à saboter les liens existants, à les maintenir dans un état de flou permanent, de non-engagement tacite, de fragilité auto-entretenue. L'intimité, le partage profond, exigent du temps, de la vulnérabilité, une certitude qui semble désormais un luxe inaccessible. Une prise de risque trop grande dans un monde qui nous invite à rester mobile et disponible. Les relations deviennent des connexions, des réseaux, plutôt que des ancrages, des expériences à consommer plutôt qu'à cultiver. Chacun est encouragé à rester un individu autonome, indépendant, à éviter toute fusion qui risquerait d'entraver sa propre trajectoire, sa propre performance. L'autre n'est plus un co-constructeur de sens, mais un complément provisoire à notre propre projet de vie, un soutien passager qui, une fois sa fonction remplie ou jugée insuffisante, peut être remplacé. Cette logique, imprégnée de l'esprit du marché, érode la patience, la persévérance, les vertus nécessaires à la construction de liens profonds et significatifs. Cette transformation n'est pas uniquement le fruit de nos caprices individuels. Elle est profondément ancrée dans la structure même de la société contemporaine, dans ses valeurs d'instantanéité, de flexibilité, de consommation rapide. Nous sommes encouragés à vivre dans le présent, à ne pas nous projeter trop loin, à ne pas nous encombrer de responsabilités ou d'engagements à long terme. La précarité du travail, la volatilité des identités, le culte de la performance individuelle, tout concourt à rendre le lien humain tout aussi éphémère, tout aussi liquide. Comprendre ce mécanisme est le premier pas pour retrouver une forme de maîtrise sur cette part essentielle de notre humanité, celle qui cherche le refuge et le sens dans les yeux d'un autre. Imaginez cette sensation familière, presque réflexe, de glisser le pouce sur un écran, de parcourir des visages, des profils, des ébauches d'existence. Ce n'est plus seulement une recherche, c'est devenu une habitude, une sorte de tic nerveux qui persiste même quand une relation est déjà nouée, comme si une part de nous restait toujours en alerte, toujours à la quête d'une meilleure option potentielle. Ce n'est pas forcément un signe d'infidélité ou d'insatisfaction consciente, mais plutôt l'écho d'une anxiété diffuse, la peur de manquer quelque chose d'essentiel, une opportunité que le monde incessant des possibles numériques ne cesse de faire miroiter devant nos yeux. Cette disponibilité constante, cette ouverture perpétuelle au peut-être mieux, est symptomatique d'un changement profond dans la texture même de notre existence. Le monde autour de nous ne propose plus de structures solides, d'institutions immuables sur lesquelles s'appuyer. Les repères d'autrefois, qu'ils soient professionnels, familiaux ou sociaux,
se sont dissous dans un flux incessant de transformation. L'emploi à vie a cédé la place à des carrières fragmentées, l'identité fixe à une multitude de rôles interchangeables. Nous sommes passés d'une époque où l'on construisait des cathédrales pour l'éternité à une ère où l'on érige des tentes que l'on est prêt à plier au moindre souffle de vent, comme une nécessité pour survivre dans ce paysage mouvant. Cette fluidité envahit inévitablement notre sphère la plus intime, celle des relations humaines. Puisque tout le reste est précaire, pourquoi l'amour, ce bastion ultime de l'éternité promise, échapperait-il à cette loi de l'éphémère? Bauman, avec une lucidité désarmante, nous invite à contempler cette réalité où les liens ne sont plus des ancrages solides, mais des connexions temporaires, des rencontres à usage unique. Nous ne cherchons plus à être avec quelqu'un dans une fusion durable, mais à avoir une relation, comme on possède un objet, une expérience à consommer et à jeter une fois la nouveauté passée ou le besoin satisfait, sans le poids des conséquences. La logique du marché, cette perpétuelle recherche de l'optimisation, de la meilleure affaire, s'est immiscée dans nos cœurs. Nous évaluons les partenaires potentiels comme des produits sur une étagère, pesant leurs avantages et leurs inconvénients, leur rendement émotionnel par rapport à l'investissement de temps et d'énergie. La perfection est toujours juste au-delà de l'horizon, une promesse tentatrice qui nous pousse à abandonner ce qui est déjà là pour une chimère. L'insatisfaction devient alors le moteur d'une quête perpétuelle, un cycle sans fin où l'herbe semble toujours plus verte ailleurs, nous maintenant dans un état de désir inassouvi, un cheminement sans aboutissement. C'est là que réside la peur de l'engagement, non pas comme une aversion intrinsèque à l'autre, mais comme une réaction rationnelle, bien que douloureuse, à la précarité ambiante. S'engager, c'est immobiliser une partie de soi, c'est investir dans une structure qui, selon les lois de ce monde liquide, est vouée à se déliter. C'est renoncer aux innombrables autres options que la liberté nous promet, pour s'accrocher à une seule, avec le risque que cette dernière ne soit pas à la hauteur de nos attentes fluctuantes, ou qu'une meilleure se présente dès le lendemain. On préfère alors le flou, la relation sans étiquette, la porte toujours entr'ouverte sur la possibilité d'un départ. Cette distance qui se veut protection, mais qui n'est en réalité qu'une prison dorée de la solitude. L'intimité véritable, celle qui se nourrit de la vulnérabilité et de la confiance mutuelle, devient un défi monumental dans un tel contexte. Qui oserait se livrer entièrement, exposer ses failles, ses profondeurs, si l'on sait que le lien peut se rompre à tout moment, que l'autre peut s'évaporer sans crier gare, sans même une explication substantielle. Cette prudence nécessaire pour se protéger de la douleur potentielle transforme les relations en forteresses où chacun reste barricadé, ne montrant qu'une façade lissée et maîtrisée, une version éditée de soi-même, de peur que la réalité ne soit jugée insuffisante ou périmée. Ce paradoxe est déchirant. Nous aspirons tous à des liens profonds et durables, à cette chaleur humaine qui donne sang à l'existence, et pourtant nous sabotons inconsciemment cette quête en adoptant les stratégies de survie du monde liquide. La liberté de choisir, tant célébrée, se métamorphose en un fardeau, une angoisse constante de prendre la mauvaise décision, de fermer une porte trop tôt. C'est la liberté de se sentir seul au milieu de la foule, la liberté de passer d'une expérience à l'autre sans jamais s'enraciner, cette course effrénée vers un bonheur qui recule à mesure que l'on s'en approche, ce sentiment que notre quête est insatiable. Cette culture de l'éphémère n'est pas seulement un problème de relations amoureuses au sens strict. Elle touche toutes les formes d'attachement, de l'amitié au lien familial, en passant par notre rapport à la communauté, à la patrie, même à notre propre identité. Tout devient modifiable, réversible, un brouillon plutôt qu'une œuvre achevée. Cette absence de permanence nous prive d'un cadre stable pour construire notre propre récit, nous laissant avec l'impression d'être des acteurs sans script, improvisant chaque scène sans savoir où l'histoire nous mènera, cette incertitude qui érode la capacité même de croire en un avenir partagé, une destination commune. Ce sentiment de dérive n'est pas une fatalité, mais la conséquence de mécanismes sociaux que l'on peut décrypter. Comprendre comment la modernité liquide nous façonne est le premier pas pour réapprendre à naviguer, à jeter l'ancre même dans les eaux les plus agitées, à redécouvrir la valeur de la lenteur, de la patience, de l'engagement, non comme une contrainte, mais comme une source de liberté véritable, une liberté choisie qui forge le sens. Pensez à ce moment où vous vous êtes retrouvé seul, le téléphone à la main, à fixer le vide après une conversation brusquement interrompue, un message resté sans réponse, ou l'annulation d'un rendez-vous à la dernière minute. Ce n'est pas seulement une déception, c'est une petite piqûre d'aiguille, un rappel de notre propre remplaçabilité, de la facilité avec laquelle nous pouvons être mis de côté, ignorés, ou simplement remplacés par une option plus attrayante ou plus pratique. Cette expérience n'est plus l'exception, mais une partie intégrante de notre paysage émotionnel, une normalité qui ronge insidieusement notre confiance en la réciprocité des liens. Ce sentiment de jetabilité, Bauman l'ancre dans une transformation économique profonde. Le citoyen est devenu un consommateur, et cette logique consumériste s'étend bien au-delà des objets matériels pour englober les expériences, les services et inévitablement les relations humaines. Nous sommes constamment invités à acheter,
à expérimenter, à consommer des relations, avec la même attitude que l'on adopte face à un nouveau gadget technologique, en sachant pertinemment qu'une version améliorée, plus performante, arrivera bientôt sur le marché. L'autre n'est plus un être unique et irremplaçable, mais une ressource, un fournisseur potentiel de bonheur et d'épanouissement, une source d'approvisionnement émotionnel qui doit être renouvelée régulièrement. La promesse du bonheur instantané, de la satisfaction immédiate, est au cœur de cette dynamique. Pourquoi s'encombrer des complexités, des compromis, des efforts nécessaires à la construction d'une relation durable, quand on peut obtenir une dose rapide de plaisir et de reconnaissance en sweepant, en postant, en likant? Le travail de l'amour, cette alchimie lente et souvent difficile qui forge la confiance et l'intimité, est perçu comme une perte de temps dans un monde où tout doit être rapide, facile et sans accroc. La frustration, la dispute, le désaccord ne sont plus des étapes naturelles du cheminement à deux, mais des signaux d'alarme, des raisons d'interrompre la connexion, de passer à la suite, de peur de se voir imposer des coups émotionnels inattendus. Cette mentalité du zapping relationnel entraîne une superficialité inévitable. Pour éviter la douleur du rejet ou de l'abandon, nous nous entraînons à ne pas nous attacher trop profondément, à ne pas investir trop d'espoir dans une seule personne. Les relations sont maintenues à une certaine distance émotionnelle, comme des objets de collection que l'on admire de loin sans oser les toucher, de peur de les abîmer ou de se blesser soi-même. On privilégie les interactions légères, les plaisirs éphémères, les amitiés de surface, toutes ces formes de liens qui demandent peu et promettent de ne rien coûter, de ne jamais nous confronter à la vulnérabilité que réclame une connexion véritable, comme une carapace protectrice qui nous isole paradoxalement. La capacité à désinvestir émotionnellement devient une compétence précieuse dans ce paysage. Il faut être agile, réactif, capable de passer d'une relation à l'autre sans laisser trop de traces, sans accumuler trop de bagages émotionnels. Le passé est une charge, les promesses un engagement risqué. On vit dans un présent perpétuel, où chaque nouvelle rencontre est une page blanche, une opportunité de réinventer son rôle, de se présenter sous un nouveau jour, sans le poids des histoires précédentes. Cette légèreté apparente cache en réalité une anxiété latente, la peur constante que l'on puisse être désactivé, à tout moment, comme une application devenue obsolète. Cette fragilité des liens n'est pas sans conséquence sur notre propre identité. Si nos relations sont des miroirs dans lesquels nous nous construisons, comment se définir quand ces miroirs sont constamment brisés et remplacés? L'identité devient elle aussi liquide, malléable, une performance en perpétuelle révision pour s'adapter aux exigences fluctuantes du marché des relations. Nous nous sentons obligés de nous vendre sous notre meilleur jour, de polir notre image, d'être constamment intéressants et désirables, de peur d'être ignorés, de ne pas être choisis, cette pression silencieuse qui nous pousse à nous conformer à des idéaux éphémères plutôt qu'à cultiver notre authenticité profonde, un cheminement sans boussole. Pourtant, au fond de nous, persiste la nostalgie de ce qui dure, de ce qui s'enracine, de ce qui résiste au temps. Nous cherchons désespérément un point fixe dans ce tourbillon, une encre émotionnelle qui nous rassurerait sur notre propre valeur, sur notre capacité à être aimés pour qui nous sommes vraiment, sans artifice. Mais la pression constante de la modernité liquide nous pousse à renoncer à cette quête, à nous contenter de miettes de connexion, de relations patchwork, qui assemblent des fragments de vie sans jamais former une toile cohérente. C'est le paradoxe de l'abondance qui mène à la disette, de la liberté qui engendre la solitude, de la connectivité qui nous isole. Comprendre cette logique de la jetabilité, c'est reconnaître la force silencieuse qui nous pousse à nous protéger, à ériger des murs autour de nos cœurs. Mais c'est aussi le point de départ pour remettre en question ces automatismes, pour chercher des voies alternatives, pour réapprendre la patience, la persévérance, la vulnérabilité. C'est un appel à refuser la logique du consommateur dans le domaine le plus sacré de notre humanité, celui du lien, pour retrouver le sens de la construction, de l'enracinement, de ce qui prend du temps, ce qui prend racine, ce qui dure. Cette quête fondamentale qui nous pousse à dépasser l'éphémère pour atteindre le véritable sens de l'existence partagée. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cette étrange pesanteur, ce vide après avoir nettoyé votre liste d'amis sur les réseaux sociaux, supprimé d'anciennes conversations, ou même bloqué des contacts qui jadis occupaient une place importante? Il y a une sorte de libération illusoire, un espace qui se crée, mais aussi une mélancolie discrète, la réalisation que ces liens, autrefois considérés comme significatifs, pouvaient être effacés d'un simple clic, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est l'illustration parfaite de l'individualisme forcé, cette injonction silencieuse à être une entité autonome, capable de se défaire de toute entrave sans regard en arrière. Bauman nous montre que l'individu contemporain est avant tout un individu, par défaut, contraint à une autonomie radicale par le délitement des structures collectives. Les communautés, les institutions, les idéologies fortes qui autrefois offraient un cadre et un sens à l'existence, se sont évanouies. Nous sommes donc laissés à nous-mêmes, face à la tâche écrasante de construire notre propre identité, notre propre sens,
notre propre bonheur, sans filet. Cette liberté, tant vantée, se transforme en un fardeau, une responsabilité écrasante où chaque échec est imputé à notre seule personne, sans considération pour les forces impersonnelles qui nous traversent, cette solitude face à l'immensité des possibles. Dans ce contexte, les relations deviennent des projets personnels, des entreprises que l'on gère pour son propre bénéfice. L'autre est perçu comme un partenaire potentiel dans ce projet d'autoréalisation, quelqu'un qui peut contribuer à notre bien-être, à notre épanouissement personnel, à notre succès. Mais si l'autre ne remplit plus sa fonction, s'il devient une entrave, une source de friction, une limitation à notre liberté individuelle, il est alors considéré comme un obstacle à éliminer, un fardeau à déposer, comme un vieil outil qui ne sert plus et que l'on jette sans remords. Cette vision utilitaire de l'amour et de l'amitié, bien que souvent inconsciente, est une conséquence directe de l'individualisme méthodologique de notre époque. On parle de temps pour soi, de besoin d'espace, de développement personnel, des expressions qui, bien que légitimes en soi, peuvent masquer une incapacité croissante à fusionner, à se perdre un peu dans l'autre, à accepter les compromis nécessaires à la construction d'un nous. L'intimité est alors vécue comme une menace, une invasion de notre jardin secret, un risque de dilution de notre propre individualité, une peur de perdre le contrôle de soi-même, de devenir dépendant de quelqu'un d'autre. Le repli sur soi n'est pas une simple préférence, c'est une stratégie de survie. Dans un monde où les liens sont fragiles et réversibles, l'autarcie émotionnelle apparaît comme la meilleure protection contre la douleur de l'abandon. On apprend à ne compter que sur soi, à ne pas se fier aux promesses, à ne pas trop s'ouvrir, de peur d'être blessé. Cette armure que l'on construit, pièce par pièce, nous rend certes moins vulnérables, mais elle nous coupe aussi de la joie profonde que seule la véritable connexion peut offrir. On devient des îles, certes sécurisées, mais isolées au milieu de l'océan, regardant passer les autres navires sans oser jeter l'ancre, cette prison silencieuse de l'autosuffisance. Cette obsession de l'indépendance pousse à éviter toute situation où l'on pourrait se sentir redevable, où l'on pourrait avoir besoin de l'autre. La dépendance est diabolisée, associée à la faiblesse, à la perte de contrôle. Pourtant, comme le soulignait si justement Épicure, une vie bonne est impensable sans amitié, sans ces liens choisis qui nous permettent de partager les joies et les peines, de se sentir moins seul face à l'adversité. L'interdépendance saine, cette reconnaissance mutuelle de nos besoins et de nos fragilités, est essentielle à l'épanouissement humain, mais elle est devenue suspecte, perçue comme un piège, une aliénation, une perte de liberté que notre époque a du mal à concevoir comme un enrichissement. La superficialité des liens, dont nous avons déjà parlé, est une conséquence directe de cet individualisme radical. Si l'autre est un moyen pour ma propre fin, alors il n'est pas nécessaire de le connaître en profondeur, de comprendre ses complexités, ses contradictions. Une surface lisse et fonctionnelle suffit. On entretient des relations de façade, des interactions polies et convenues qui ne touchent jamais à l'essentiel, qui évitent soigneusement tout sujet potentiellement conflictuel ou trop intime. On préfère la légèreté de l'échange rapide, du check-in numérique, à la lourdeur d'une conversation profonde, d'une confrontation honnête, de ce qui est inconfortable mais pourtant nécessaire pour faire grandir un lien. Ce n'est pas une condamnation de l'individu ou de la quête d'autonomie, mais une mise en lumière des distorsions que cette quête peut prendre dans un monde où tout nous pousse à nous isoler. L'individu, en cherchant à se protéger des déceptions d'un monde liquide, se retrouve paradoxalement encore plus seul, encore plus exposé à l'angoisse de l'inexistence si aucun miroir ne lui renvoie son image. Le chemin vers des liens plus solides passe par la réhabilitation de la vulnérabilité, par la reconnaissance que nous sommes des êtres interdépendants, des créatures qui ne peuvent véritablement s'épanouir qu'en tissant des liens profonds et significatifs, des toiles qui nous relient les uns aux autres pour former un sens collectif, un destin partagé. La tâche est de réapprendre à faire confiance, à lâcher prise sur le contrôle, accepter les risques inhérents à toute connexion humaine. C'est un acte de courage dans un monde qui nous encourage à la prudence excessive, à la fuite devant toute forme de douleur émotionnelle. Comprendre cet individualisme forcé, c'est se donner la possibilité de choisir consciemment une autre voie, celle de la communauté retrouvée, de la fusion acceptée, du risque assumé, de cette aspiration fondamentale à ne plus être seul face à la vastitude de l'existence, une quête intemporelle pour la connexion. Avez-vous déjà observé la façon dont, lors d'un événement social, les yeux des gens ne cessent de scanner la pièce, à la recherche de la prochaine conversation, de la personne plus intéressante, potentiellement présente? C'est une danse subtile de l'attention, un mouvement incessant qui traduit une forme d'impatience, une insatisfaction latente face à l'instant présent. Cette quête perpétuelle de mieux, cette impossibilité de se contenter de ce qui est là, est au cœur de ce que Bauman appelle la société de la consommation, où même les relations sont traitées comme des marchandises, des expériences à renouveler sans cesse. La culture de la consommation, omniprésente, a reprogrammé nos désirs. Nous sommes habitués à être stimulés en permanence, à toujours vouloir plus, mieux, plus vite. Les objets, les services,
les divertissements sont conçus pour nous offrir une satisfaction immédiate, mais éphémère, nous poussant à une quête sans fin de la prochaine nouveauté. Cette logique s'est infiltrée dans nos interactions humaines. Les relations sont devenues des produits à acheter et à consommer, des expériences à essayer avant de les jeter, si elles ne correspondent plus à nos attentes ou si une meilleure offre se présente. Cette mentalité jetable transforme notre approche des liens. Au lieu d'investir du temps et de l'effort pour réparer une relation abîmée, pour surmonter une difficulté, nous sommes tentés de la remplacer. Il est plus facile de passer à la suivante que de s'engager dans le difficile travail de la réconciliation, de la compréhension mutuelle, de l'acceptation des imperfections. L'échec d'une relation n'est plus perçu comme une étape d'apprentissage, mais comme un signal qu'il fallait changer de produit, que le modèle choisi n'était pas le bon. On cherche une perfection chimérique, un amour sans aspérité, une satisfaction sans effort, une quête vaine et épuisante. La publicité, par son discours incessant sur le bonheur accessible par la consommation, renforce cette illusion. Elle nous promet que le bon produit, le bon partenaire, la bonne relation, résoudra tous nos problèmes. Cette utopie du bonheur facile crée une intolérance à l'imperfection, à la frustration. Lorsque la réalité de la relation, avec ses défis et ses désillusions, ne correspond pas à l'image idéalisée vendue par la culture consumériste, la tentation est grande d'abandonner, de chercher ailleurs ce mirage d'un amour sans effort, sans ombre, sans les difficultés inhérentes à toute vie humaine partagée. Ce désir d'une satisfaction instantanée et sans douleur se heurte à la nature même des relations profondes. Construire un lien fort demande du temps, de la patience, de la persévérance. Il y a des moments de doute, de conflit, de lassitude. Mais ce sont précisément ces épreuves qui, une fois surmontées, renforcent le lien, le rendent plus résistant, plus précieux. La culture de la consommation nous prive de cette sagesse, nous encourageant à fuir toute forme de déplaisir, à éviter la confrontation, à nous réfugier dans une bulle de confort illusoire. Comme le notait si bien Sénèque, l'adversité est souvent la plus grande des éducatrices. Les plateformes de rencontres, incarnation de cette logique, ne sont pas seulement des outils, elles façonnent nos comportements. Elles transforment la quête de l'amour en un catalogue de produits potentiels où l'on est encouragé à matcher, à liker, à disliker des profils basés sur des critères superficiels. L'humain est réduit à une somme d'attributs, un ensemble de qualités et de défauts affichés, une fiche technique à parcourir. Cette déshumanisation favorise la consommation rapide et le rejet tout aussi rapide, sans la moindre considération pour la personne derrière l'écran, ce cheminement qui nous pousse à voir l'autre comme un objet plutôt qu'un sujet. L'illusion de l'abondance, du choix illimité, est une autre facette de cette dynamique. Puisqu'il y a toujours quelqu'un d'autre potentiellement mieux, pourquoi se contenter de ce qui est là? Cette peur de manquer, le fameux FOMO, s'applique aussi aux relations. Elle nous pousse à rester dans un état de veille permanent, à ne jamais s'engager pleinement, à garder une porte de sortie toujours ouverte, de peur de passer à côté de l'âme sœur, qui, selon les mythes de notre temps, nous attendrait juste au coin de la rue numérique, une anxiété latente qui sabote la construction de ce qui existe déjà, une course après l'horizon qui s'éloigne sans cesse. Cette course effrénée à la consommation relationnelle a un coût humain immense. Elle génère une profonde solitude, une anxiété permanente face à l'insécurité des liens, une incapacité à former des attachements profonds et sécurisants. Nous sommes entourés de connexions, mais nous nous sentons de plus en plus seuls, isolés dans nos bulles individuelles, incapables de tisser des liens qui durent, des liens qui donnent un sens profond et partagé à l'existence. Le paradoxe est cruel. Plus nous cherchons le bonheur dans la consommation, plus nous nous en éloignons, car le véritable bonheur ne se consomme pas, il se construit, il se partage, il se cultive, avec patience et dévouement, cette aspiration à retrouver le sens de la valeur intrinsèque de l'autre, au-delà de sa fonction. Comprendre l'influence de la culture de la consommation sur nos vies affectives est une étape cruciale pour s'en libérer. C'est un appel à ralentir, à réapprendre la patience, à valoriser l'engagement, à refuser la superficialité des interactions éphémères. C'est un chemin vers une réappropriation de nos désirs, une quête pour déjouer les pièges de l'instantanéité et retrouver le sens de la durée, de la profondeur, de la résilience dans les liens que nous choisissons de tisser, une quête pour la solidité dans un monde liquide. Imaginez cette sensation de vertige quand, après avoir passé des heures à créer un profil parfait, à choisir la photo idéale, à rédiger la description la plus attrayante sur une application de rencontre, vous vous rendez compte que l'autre fait exactement la même chose. C'est un marché où chacun se met en scène, un peu comme un produit, tentant de se distinguer pour attirer l'attention. Cette hypervisibilité, cette constante exposition de soi, entraîne une pression inouïe, celle de devoir être toujours à la hauteur, toujours désirable, toujours bancable sur le marché des relations, cette quête incessante de validation externe qui érode notre sentiment de valeur intrinsèque.
Bauman analyse cette injonction à la performance comme un pilier de la modernité liquide. Dans un monde sans repères fixes, où les rôles et les identités sont fluides, il incombe à chacun de se construire et de se vendre constamment. Nous sommes devenus des entrepreneurs de nous-mêmes, responsables de notre propre succès relationnel, professionnel et personnel. L'échec n'est plus imputé aux structures sociales, mais à une insuffisance individuelle, à un manque de compétences relationnelles, à une image mal marketée, une culpabilité silencieuse qui nous ronge. Cette pression à la performance s'immisce dans les relations les plus intimes. L'amour n'est plus un espace de refuge, de lâcher-prise, mais un nouveau terrain où il faut réussir. On se sent obligé d'être constamment le bon partenaire, le bon amant, le bon ami, celui qui apporte constamment de la valeur, de l'excitation, de l'épanouissement à l'autre. La spontanéité laisse place à une forme de calcul, une gestion attentive de son image et de sa contribution à la relation, de peur d'être jugé insuffisant, d'être déclassé ou, pire, remplacé. L'anxiété de la performance conduit à une superficialité paradoxale. Plutôt que de s'engager dans la complexité de l'être, on préfère présenter une version édulcorée et contrôlée de soi-même. On évite les sujets sensibles, les faiblesses, les doutes, tout ce qui pourrait entacher l'image d'une personne forte, autonome, toujours heureuse et épanouie. L'authenticité, la vulnérabilité sont perçus comme des risques, des failles qui pourraient être exploitées ou jugées, nous maintenant dans une prison dorée où la spontanéité est sacrifiée sur l'autel de la perfection apparente, une quête de l'approbation qui nous éloigne de nous-mêmes. Le corps lui-même devient un projet de performance. Il doit être sculpté, entretenu, constamment amélioré pour rester désirable sur le marché des corps. Les injonctions à la jeunesse éternelle, à la beauté normée, à la perfection physique, sont des manifestations de cette anxiété. Nous sommes poussés à une course sans fin contre le temps, contre le vieillissement, contre la nature, afin de maintenir notre capital séduction à flot, une lutte épuisante et finalement vaine. Comme le soulignait Marc Aurèle, le changement est la seule constante. Cette logique de la performance génère un cercle vicieux. Plus on s'efforce d'être parfait, plus la déception est grande lorsque la réalité ne correspond pas à l'image. Et plus la déception est grande, plus on est tenté de chercher une meilleure performance ailleurs, que ce soit chez soi ou chez l'autre. La relation devient alors une scène où chacun joue un rôle, une pièce de théâtre où l'on craint le faux pas, la sortie de script, cette peur de l'imprévu qui empêche toute véritable connexion, toute authenticité. La peur d'être hors jeu, d'être dépassé par la concurrence, est un moteur puissant. On se compare constamment aux autres, à ces vies parfaites affichées sur les réseaux sociaux, à ces couples idéaux qui semblent n'avoir aucune faille. Cette comparaison incessante alimente l'insatisfaction, le sentiment de ne jamais être assez, de ne jamais faire assez, de ne jamais avoir assez, une spirale infernale qui nous pousse à toujours en vouloir plus, sans jamais trouver le repos dans ce qui est déjà là. Cette hyper-performance relationnelle, qui devrait théoriquement renforcer les liens, produit l'effet inverse. Elle installe une distance, une méfiance, une incapacité à se laisser aller. Comment construire une intimité profonde si l'on est toujours en mode présentation, toujours en train de surveiller ses gestes, ses paroles, ses émotions? La vulnérabilité est le prix à payer pour une connexion authentique, mais c'est un prix que peu sont prêts à payer dans un monde qui valorise la force, l'autonomie, l'invulnérabilité. Reconnaître cette pression à la performance est essentiel pour s'en libérer. C'est un appel à déconstruire les mythes de la perfection, à accepter nos imperfections, celles de l'autre, celles de la relation elle-même. C'est un chemin vers la réhabilitation de l'authenticité, de la vulnérabilité, de la spontanéité, non pas comme des faiblesses, mais comme des forces, des portes d'accès à une profondeur de connexion que la performance superficielle ne pourra jamais offrir. C'est une quête pour le courage d'être imparfait, pour oser être soi-même, pour créer des liens fondés sur la vérité de l'être, non sur l'illusion du paraître, un cheminement vers une liberté intérieure plus profonde. Avez-vous déjà ressenti ce pincement quand un ami proche ne prend pas de vos nouvelles pendant des semaines, ou quand une personne avec qui vous pensiez avoir une connexion forte vous répond par monosyllabe, comme si l'investissement mutuel dans la relation n'était pas égal? C'est l'expérience de la réciprocité asymétrique, une dynamique où l'un donne plus que l'autre, créant un déséquilibre qui, à la longue, vide le lien de sa substance. Cette asymétrie n'est pas toujours le fruit d'une mauvaise intention, mais souvent le symptôme d'une peur collective de la dépendance, de l'obligation, de tout ce qui pourrait entraver notre liberté individuelle, nous poussant à maintenir les autres à distance, par prudence. Bauman explore la façon dont la modernité liquide a érodé le sens du devoir et de l'obligation, ces piliers d'autrefois essentiels à la construction des liens. Dans une société qui valorise la flexibilité, la légèreté, la capacité à se défaire rapidement des contraintes, l'idée même de s'engager sur le long terme, de se sentir responsable du bien-être de l'autre, devient pesante. L'obligation est perçue comme une menace à la liberté individuelle,
Un piège qui risque de nous aliéner, de nous enfermer dans des rôles et des responsabilités que l'on pourrait regretter. On préfère les liens sans ficelle, les relations à la carte, où chacun peut se retirer à tout moment, sans avoir à rendre de compte. Cette peur de l'obligation conduit à une résistance à l'interdépendance. On aspire à être des êtres autonomes, autosuffisants, capables de gérer seuls notre bonheur et nos malheurs. Demander de l'aide, exprimer un besoin, reconnaître sa vulnérabilité, est perçu comme une faiblesse, une preuve que l'on n'est pas assez fort pour naviguer seul dans le monde. Cette attitude nous prive de la richesse que peut offrir le soutien mutuel, l'échange, la fusion des âmes. L'entraide, autrefois une vertu cardinale, devient une transaction, un calcul coût-bénéfice, où l'on hésite à donner de peur de ne pas recevoir en retour, ou de s'endetter émotionnellement. La réciprocité, ce principe fondamental de l'échange humain, est mise à mal. Les attentes ne sont plus claires, les règles du jeu non dites deviennent floues. Chacun navigue à vue, évitant de trop s'investir pour ne pas être déçu, pour ne pas être le dindon de la farce. Cette prudence excessive conduit à des liens tenus à bout de bras, à des interactions superficielles qui ne parviennent jamais à atteindre la profondeur et la chaleur nécessaires à un véritable attachement. On devient des observateurs de nos propres relations, mesurant avec parcimonie notre contribution, toujours prêt à nous retirer si le retour sur investissement n'est pas jugé suffisant, une attitude qui érode la confiance. La fragilité de ces liens asymétriques est une source d'anxiété constante. On ne sait jamais si l'autre sera là demain, si l'engagement sera maintenu, si la promesse, même implicite, sera tenue. Cette incertitude nous pousse à rester en alerte, à ne jamais baisser la garde émotionnellement, à ne jamais s'abandonner pleinement au lien. On préfère l'autoprotection à l'ouverture, la sécurité de l'isolement à la vulnérabilité de l'attachement, même si cette sécurité est un leurre, une prison qui nous coupe de ce que nous désirons le plus profondément. Cette désertion de l'obligation mutuelle se manifeste également dans la sphère publique. La solidarité collective, la responsabilité envers les plus faibles, la construction d'un bien commun, sont érodées par le culte de l'individu et la peur de la contrainte. On préfère la charité ponctuelle, l'aide à la carte, plutôt que l'engagement durable dans une cause collective, dans la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Cette fragmentation du lien social est le reflet de ce qui se passe dans nos vies intimes, un symptôme de la perte de sens collectif, de l'incapacité à se projeter au-delà de son propre intérêt immédiat. Pourtant, l'humain est intrinsèquement un être de lien, de réciprocité. Comme le rappelait Aristote, l'homme est un animal social, et c'est dans la cité, dans la communauté, dans le partage avec les autres, qu'il réalise pleinement sa nature. La plénitude de l'existence ne se trouve pas dans l'isolement radical, mais dans la richesse des échanges, dans la générosité du don et du contre-don, dans la joie de se sentir relié et responsable de l'autre, de se sentir utile et aimé en retour. Comprendre cette peur de l'obligation et de la dépendance est un premier pas pour la surmonter. C'est un appel à réhabiliter la valeur du devoir, non pas comme une contrainte aliénante, mais comme un choix libre et éclairé, une manifestation de notre humanité profonde, un engagement choisi qui nous ancre dans le monde et dans la vie des autres. C'est une invitation à redécouvrir la beauté de la réciprocité, de la générosité sans calcul, de la vulnérabilité acceptée, cette voie vers des liens plus authentiques, plus résilients, plus riches de sens, cette quête d'une interdépendance qui nous rend plus forts. Souvenez-vous de cette sensation étrange, un mélange d'excitation et d'angoisse, lorsque vous êtes sur le point de vous engager dans quelque chose de nouveau, d'important, qui demande un véritable investissement. C'est le moment où l'on pèse le pour et le contre, où l'on anticipe les joies mais aussi les difficultés. Dans notre monde, cette hésitation est devenue une constante, une réticence presque systémique à choisir, à se fixer, à fermer des portes. C'est la peur de la perte de flexibilité, de l'irréversibilité, cette angoisse de l'engagement qui nous pousse à maintenir toutes les options ouvertes, quitte à ne jamais vraiment en embrasser aucune. Bauman nous éclaire sur cette anxiété face à l'engagement durable. Dans une société qui valorise la capacité à s'adapter, à changer de cap rapidement, la stabilité est perçue comme un piège, une rigidité qui risque de nous rendre obsolètes. L'engagement à long terme, qu'il soit amoureux, professionnel ou social, est vu comme une entrave à notre liberté de mouvement, une lourdeur qui nous empêcherait de saisir les opportunités futures. On préfère rester en mode provisoire, prêt à réévaluer sa position à tout moment, à se désengager sans préavis si de meilleures perspectives se présentent. Cette peur de l'irréversibilité est particulièrement palpable dans les relations. L'idée de « pour toujours » est devenue un concept intimidant, voire risible, dans un monde où tout est éphémère. On hésite à prononcer des vœux, à faire des promesses, à construire des projets communs qui s'étendent sur des décennies. La perspective d'un engagement définitif génère une anxiété sourde, la peur de faire le mauvais choix, de se lasser, de se sentir piégé. On préfère les relations à durée déterminée, les arrangements flexibles,
Les compromis qui permettent de maintenir une porte de sortie toujours ouverte, une stratégie d'autoprotection qui paradoxalement nous enferme dans l'incertitude. Le mariage, autrefois un pilier de la société, est devenu une institution en crise, non seulement par l'augmentation des divorces, mais aussi par la réticence croissante à s'y engager. Ce n'est pas tant une remise en cause de l'amour que de sa forme institutionnelle, perçue comme trop rigide, trop contraignante. On veut l'amour, mais sans ses chaînes, ses exigences, ses responsabilités. On veut la fusion, mais sans la dilution de soi, cette aspiration contradictoire qui vide le lien de sa substance même, une quête de l'impossible. Cette quête de flexibilité illimitée nous pousse à ne jamais vraiment nous investir à fond. Si l'on est toujours prêt à partir, à changer, à renoncer, alors chaque engagement est teinté d'une forme de superficialité. On garde une part de soi en réserve, une porte secrète qui permettrait de s'échapper en cas de difficulté. Mais cette précaution excessive empêche la profondeur, la confiance absolue, l'abandon nécessaire à la construction d'un lien véritablement solide et résilient, ce que la sagesse antique, selon les mots de Sénèque, aurait appelé une absence de fermeté d'âme. La conséquence de cette angoisse de l'engagement est une solitude profonde. En cherchant à nous protéger des risques de la déception et de la perte, nous nous coupons de la possibilité de vivre des expériences relationnelles riches et significatives. Nous restons à la surface des choses, dans une bulle de protection qui nous isole du monde et des autres. Cette solitude, bien qu'auto-imposée, est une source de souffrance, une nostalgie silencieuse de ce qui dure, de ce qui s'enracine, de ce qui donne un sens profond et partagé à l'existence. Pourtant, la capacité à s'engager, à prendre des risques, à embrasser l'irréversibilité, est une marque de maturité, un signe de force. C'est en choisissant une voie, en s'y tenant malgré les embûches, que l'on construit quelque chose de valeur, que l'on donne un sens à son parcours. L'engagement n'est pas une prison, mais un cadre qui nous libère de l'angoisse du choix perpétuel, qui nous permet de concentrer notre énergie, notre affection, notre créativité vers un objectif commun, vers une construction partagée. Reconnaître cette peur de l'engagement et de l'irréversibilité est le premier pas pour la dépasser. C'est un appel à réhabiliter la valeur de la durée, de la patience, de la persévérance, non pas comme des contraintes, mais comme des vertus essentielles à la construction de liens solides et épanouissants. C'est une invitation à oser la stabilité, à embrasser l'incertitude du long terme avec courage et détermination, à accepter que la vie est une succession de choix qui nous construisent et nous déconstruisent, mais que certains choix, faits avec le cœur et l'esprit, peuvent nous offrir une encre précieuse dans le flux incessant du monde liquide. C'est un chemin vers la liberté par l'engagement, une quête de sens qui transcende l'éphémère. Nous avons traversé un paysage troublant, celui de nos relations contemporaines, où chaque tentative de bâtir du solide semble se heurter à une force invisible qui tire vers la dissolution. Le malaise n'est plus une simple sensation individuelle, mais le reflet d'une architecture sociale qui privilégie la légèreté, la vitesse et l'éphémère. Nous avons exploré les recoins de cette condition, depuis l'écran de nos téléphones jusqu'aux profondeurs de nos peurs d'engagement, et il devient clair que ce que nous appelons amour est devenu une entreprise risquée, une quête de sens dans un monde qui nous pousse à l'oublier. La vérité s'installe, une vérité parfois douloureuse, mais toujours libératrice dans sa lucidité. Cette compréhension plus profonde révèle que l'amour liquide n'est pas une simple mode passagère, mais la manifestation intime d'une modernité qui nous dépossède de la capacité à nous ancrer, à tisser des liens qui résistent au temps. C'est le défi de notre époque, cette soif persistante de connexion authentique face à une culture qui la rend intrinsèquement difficile, nous laissant perpétuellement insatisfaits, à la recherche de ce qui semble toujours nous échapper. La substance même de nos vies, le ciment de nos existences partagées, est en jeu dans cette bataille contre l'éphémère. Face à cette précarité, la voie n'est pas dans le renoncement, mais dans la reconnaissance de la valeur inestimable de ce qui perdure, de ce qui est bâti avec intention et effort. Comme le disait si justement Albert Camus, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. C'est dans cette lucidité, dans l'acceptation de la fragilité, que réside la force de construire. C'est l'engagement conscient, la décision de résister à la facilité, de choisir la profondeur plutôt que la surface, qui peut transformer le désert en oasis. Ce cheminement ne doit pas rester une réflexion solitaire. Si ces pensées ont trouvé un écho en vous, si elles vous ont aidé à percevoir le monde avec une clarté nouvelle, alors participez à ce mouvement. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres esprits en quête de sens. Laissez un commentaire, partagez vos propres expériences, vos doutes, vos victoires, pour enrichir cette conversation collective. Et surtout, abonnez-vous à Vibinspi, pour que nous puissions continuer ensemble cette exploration, cette résistance philosophique à l'effacement de l'humain, pour construire une communauté de pensée qui valorise la durée et la profondeur, un espace où le sens peut s'enraciner. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.